Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Cette semaine est particulière. Du 14 au 20 mars 2026 se déroule la 4e édition du Podcaston, l'événement caritatif organisé par l'association Altrui. Pendant le Podcaston, plus de 2500 podcasts de 60 pays se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Chaque podcast met en lumière une association. C'est donc plus de 2500 associations qui sont mises sous les projecteurs. L'objectif du Podcaston est de sensibiliser le public, de promouvoir l'engagement associatif et de collecter des fonds pour les associations. Pour cet épisode spécial, je vous propose de découvrir le travail essentiel mené par le planning familial. Une association qui est dans le paysage français depuis plusieurs décennies et qu'on connaît assez mal finalement. Et aujourd'hui, le planning familial est attaqué de toutes parts et a besoin de notre soutien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre la lumière sur cette association essentielle. Bonjour Sarah Durocher, je suis très heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial Podcaston et de mettre en lumière le travail essentiel du planning familial. Vous êtes présidente du planning depuis 6 ans et engagée au sein de l'association depuis 25 ans. D'où vient votre engagement et pourquoi le planning familial plutôt qu'une autre association qui est impliquée sur des sujets similaires ? Alors, je suis arrivée au planning familial déjà pour des questions personnelles. Donc, j'y suis allée en tant qu'usagère au planning. Et puis, j'ai fait une école de travail social où il a fallu que je fasse un stage d'observation dans une association où il fallait pas d'assistante sociale. Donc, j'avais déjà rencontré le planning familial. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ce stage-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée amoureuse de cette association, déjà par son engagement, par le travail qu'il faisait, mais aussi parce que on pouvait être sur le terrain et en même temps de tout ce qu'on voyait aller le porter politiquement. Donc en fait, je me retrouve dans le planning familial par son engagement féministe, plus particulièrement l'avortement et l'éducation à la sexualité. Mais évidemment que tous les sujets du planning m'intéressent et me mobilisent, mais ça a été un peu la porte d'entrée. Et puis voilà, cette grande capacité de pouvoir aller sur le terrain et en même temps aller dire ce qui ne va pas à des politiques et à se mobiliser pour que les choses changent. Et qu'est-ce qui vous a attiré ou qui vous a amené à devenir présidente ? C'est une chose d'être impliquée, d'être sur le terrain, c'en est une autre de diriger une association aussi grande en fait, ou de présider plutôt. J'avais pas cette ambition-là d'être un jour présidente du planning. J'enlève pas que c'est une place de responsabilité, de pouvoir aussi, et que moi je vois ça plutôt comme une chance de pouvoir être présidente d'une grande organisation comme le planning, et j'en suis très très fière. C'est vrai que ça a été un peu au fil de l'eau, puisque j'ai d'abord été dans un conseil d'administration au niveau local, j'ai été 10 ans présidente d'une fédération régionale du planning, et puis, petit à petit, je suis allée au niveau du conseil d'administration et au bureau national. J'ai envie de dire que ça a été un peu, la suite d'un parcours et puis, bah, la fin aussi puisque j'arrête mon mandat dans 1 an. On connaît toutes et tous le nom planning familial, mais finalement en fait on ne connaît pas beaucoup son travail quotidien, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas engagés en fait au sein du mouvement féministe. Racontez-nous un peu son origine, mais aussi ses missions. Alors le planning familial, on va avoir 70 ans cette année, donc on est né en 1956. On s'appelait pas le planning familial, on s'appelait plutôt maternité heureuse. Voilà, on a changé de nom dans les années 60. Ça a été vraiment l'objet au départ, c'était de pouvoir donner de l'information aux femmes et aux jeunes femmes sur les questions de couple, sur les questions de contraception. J'ai envie de dire que le planning a toujours évolué dans ses combats, tout simplement parce que c'est une association de terrain et que, bien évidemment que, on a été interpellé par les demandes des femmes qu'on accueillait. On s'est mobilisé après sur les questions d'avortement. Le planning a permis, avec d'autres féministes, évidemment, d'accompagner des femmes à l'étranger, par exemple, pour pouvoir avorter quand c'était pas légal, à pouvoir aussi, mobiliser, des réseaux pour permettre à des femmes d'avorter alors qu'elles risquaient la prison, hein, pour s'en rappeler. Et puis, au fur et à mesure, le planning s'est mobilisé, sur l'ensemble des droits sexuels et reproductifs. Alors c'est un mot un peu lourd pour nous, il est très banal, mais j'ai bien conscience que ça soit pas si simple que ça.
On s'est mobilisé sur les questions, bien évidemment aussi d'éducation à la sexualité, d'avortement, contraception, de lutte contre les violences et de droits pour les personnes LGBTQIA+. C'est ça, les droits sexuels et reproductifs, et j'ai envie de dire que le planning s'est mobilisé sur ces combats parce que les personnes qu'on recevait nous interpellaient sur ces sujets. Quand une femme venait pour une question de contraception ou d'avortement, eh bien, il y avait la question des violences qui pouvaient se poser, et donc le planning familial, qui est un mouvement d'éducation populaire, s'est formé, s'est mobilisé pour répondre au mieux aux personnes que l'on accueille au quotidien depuis presque 70 ans. Comme je dis, on connaît le nom, mais on ne se rend pas compte en fait de tout ce que vous faites et merci beaucoup de nous avoir raconté. J'aimerais aussi que vous nous disiez en quoi le travail du planning familial est essentiel encore aujourd'hui. Alors, je suis pas très objective, hein, de dire ça, mais le planning est encore essentiel parce que, bah, sur les questions d'avortement, de contraception, de sexualité, on a tous besoin d'avoir des informations. Le planning, on accueille presque 500 000 personnes par an, donc on accueille énormément de personnes, quel que soit le genre, quel que soit son âge. Voilà, on accueille énormément de personnes qui posent des questions sur la question des droits, comme l'avortement, la contraception, des questions aussi sur la sexualité, où on a des jeunes ou des moins jeunes qui viennent nous poser ces questions-là. Et donc, bien évidemment qu'il est essentiel, surtout dans un temps politique, mais ça a toujours été où la question du droit des femmes, du droit à l'avortement, à la contraception a toujours été attaquée. Et donc, bien évidemment que c'est important de pouvoir donner cette information, ou encore une fois, dans des temps politiques, on va chercher à désinformer. Donc, le planning joue un rôle plus qu'essentiel dans ces temps si compliqués pour les féministes. Oui, on a connu en fait ces dernières années des progrès importants, mais c'est aussi au prix d'attaques permanentes. Vous commenciez à un peu en parler, notamment des mouvements conservateurs. À quoi ressemblent ces attaques? Est-ce qu'il y a aussi d'autres mouvements qui sont actuellement à l'offensive? Le planning familial, on a toujours été attaqué parce que, comme je disais, quand on défend le droit à l'avortement, à la contraception, au droit des personnes LGBT, on est attaqué. C'est pas que en France, c'est en Europe, c'est au niveau international, puisqu'on défend en fait le droit de disposer de son corps, on défend un projet de société progressiste contre le patriarcat et que bien évidemment que ça en agace quelques-uns et quelques-unes. Il y a des années, c'était, des gens qui, se mettaient devant le planning. On en a encore un peu, hein, mais qui vont, s'enchaîner ou qui vont donner, des petits chaussons, pour vraiment, faire culpabiliser les personnes sur les questions, de l'avortement et les femmes que l'on rencontre. Aujourd'hui, ça se passe autrement. Ça se passe plutôt déjà sur les réseaux sociaux où il y a une grande masse de désinformation sur la question, d'accès aux droits. C'est-à-dire qu'ils vont créer des pages internet, des numéros de téléphone. Ça, c'est des choses, que l'on a vues, ces dernières années. Les autres attaques qu'il y a évidemment, c'est d'attaquer les antennes du planning familial. On voit qu'à chaque fois qu'on met le sujet au débat sur l'avortement, par exemple, on l'a vu pendant la constitutionnalisation, nos antennes du planning ont eu, pas mal d'attaques, envers leurs locaux, des tags, voilà, donc on a eu ce genre d'attaques. Et puis les attaques aussi, c'est, bah, des baisses de financement parce que ça, c'est des choses, qui, existent dans le contexte. C'est pas que les mouvements anti-choix et anti-droit, c'est aussi, quelque part, un peu, enlever des moyens pour le planning d'agir et ça, c'est des choix politiques qui sont faits et aujourd'hui, voilà, c'est une forme d'attaque que l'on vit, ces 2 dernières années. On est interpellé par les antennes, du planning où, on est obligé d'arrêter, par exemple, des projets. On est obligé, de ne pas, refaire un CDD, à des salariés. Ça met un peu d'épuisement aussi bénévole et pour nos équipes. On tient le coup, mais c'est vrai que, ces attaques, c'est un peu un continuum depuis quelques années et elles se manifestent de manière très diverse. Vous parliez de mouvements anti-choix, anti-droit. C'est peut-être pas forcément quelque chose que les gens connaissent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a derrière ces termes-là? Alors, les mouvements anti-choix, anti-droit, c'est des personnes qui ont un projet politique qui s'oppose complètement à celui du planning familial. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont défendre une société patriarcale, qui vont être contre l'avortement, qui vont être contre la contraception, qui vont défendre un modèle de famille aussi. C'est des personnes qui manifestent contre l'avortement, contre, le droit de se marier pour, tous les couples. C'est ce qu'on a vu, il y a quelques années avec le débat sur le mariage. C'est des personnes qui défendent un projet de société où, on serait pas égaux en droit et on n'aurait pas le droit de disposer de son corps et qui défend encore un modèle très patriarcal. Donc voilà, donc c'est des humains, mais avec un projet politique derrière. Elles sont souvent dans des associations. On sait aussi qu'il y a des liens avec, certains partis politiques. J'ai pas peur de le dire, hein, comme le Rassemblement national, par exemple, mais pas que.
En tout cas, c'est, une espèce de montée de conservatisme qui défendrait une société où les femmes devraient revenir à la maison, devraient pas forcément travailler, qu'on devrait être tous et toutes hétérosexuels, qu'on devrait avoir plein d'enfants et ça, c'est des choses, qui reviennent, encore une fois, pas qu'en France, mais, au niveau, européen et international et c'est surtout important de le dire, c'est que c'est des mouvements qui sont très, très financés et que, bien évidemment, que quand on a des sous, on peut communiquer, on peut être présent, on peut faire du sponsoring sur les réseaux et c'est pour ça qu'ils sont très puissants et très inquiétants, encore une fois, dans un contexte politique où on voit cette montée-là au niveau international. Et est-ce que vous avez un point pour vous, de bascule qui fait qu'on a ce backlash, pour faire du franglais, ce retour, en arrière sur les droits qu'on avait acquis? Est-ce qu'il y a un moment donné vraiment parce que vous nous parlez du contexte français, aussi européen, international, voilà, est-ce que vous avez vu à un moment donné cette bascule se faire? Alors je pense que dernièrement, c'est l'arrivée de Donald Trump qui vraiment a été une grosse bascule au niveau international. Ça veut dire que les discours de Trump, comme aussi, le président argentin, maintenant le président du Chili, on voit qu'il y a vraiment une grande montée d'hommes puissants qui, portent ces discours-là et qui quelque part imprègnent aussi un petit peu quelques-uns et quelques autres et peut-être qui se permettent aussi de plus les avoir dans les médias. En France, par exemple, enfin, je pense qu'il y a vraiment, cette montée-là, c'est la bascule. Enfin, l'arrivée de Donald Trump est une bascule importante. C'est vraiment la montée des conservatismes, que ça soit en Hongrie, que ça soit en Italie. Enfin, on voit qu'en tout cas, il y a une montée, de ces paroles-là, de ces discours-là et que, bah, les premières victimes, c'est les féministes, c'est le droit des femmes. Il faut savoir qu'à chaque fois que et vous pouvez l'observer, que ce soit en Hongrie, en Italie, aux États-Unis, à chaque fois que l'extrême droite ou qui porte en tout cas un projet conservateur, c'est le droit des femmes, le droit à l'avortement qui est attaqué. Donc, c'est pas un hasard, c'est bien construit et donc, bien évidemment que, quand vous avez, la plus grande puissance, du monde économique, hein, je parle, qui a ces discours-là, ça en entraîne certains. Voilà, encore une fois, le droit des femmes est le premier sont les premières victimes. Et avec tout ça, il y a aussi on en entend un peu plus parler, en tout cas à nouveau quand on ne fait pas partie, du mouvement féministe, du mouvement, masculiniste et de la menace que ça, peut représenter ou ça va représenter, pour les femmes. Est-ce que vous pourriez nous en parler aussi? Parce qu'on voit beaucoup, voilà, dans Le Monde, par exemple, il y avait un article sur le sujet, mais c'est pas encore quelque chose peut-être d'assez, palpable ou bien compris, je pense, par tout le monde. Eh bien, le discours masculinisme, c'est un peu enfin, nous, on a l'air depuis très longtemps, les féministes, que, il y a une montée. Il y a pas d'hasard, en fait, c'est-à-dire, comme je le disais juste avant, il y a une montée du conservatisme et il y a une montée du masculinisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les masculinistes, on les voit souvent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose dont on parle, hein, où on va avoir, par exemple, des influenceurs qui vont porter, des discours de comment être un homme. Ça veut dire, c'est la poussée de la question de la virilité, que comme si, en fait, les femmes, étaient un danger pour elles et eux, enfin pour eux surtout. Donc, ça, c'est vraiment, ce genre de discours, qu'on va avoir. Ça va être, sur la forme du visage, de comment se comporter avec une femme, avec, évidemment, des rabaissements, de la violence vraiment très forte. Donc ça, on voit une montée, une explosion, de ces discours-là, sur les réseaux sociaux et puis ce qui est très inquiétant, en fait, pour, les jeunes garçons, par exemple, mais pas que, hein, parce que, ça ne concerne pas que les jeunes, la question du masculinisme. C'est aussi, des hommes de 40 ans qui s'adressent à des hommes de 40 ans, de dire que les femmes sont un danger, pour leur virilité, de comment est-ce qu'il faut, se comporter, si jamais une femme fait une erreur, enfin, voilà, il y a vraiment ces discours-là et si vous en entendez, c'est vrai que c'est assez, choquant par rapport à toute la montée de tout le travail qui a été fait par les féministes, sur les questions de genre et sur les stéréotypes de genre. Il y a un espèce de retour, assez violent, là-dessus et puis, ça va être, aussi, des mouvements. Alors, on en a entendu parler avec, la série Adolescents sur Netflix, c'est pas pour faire de la pub, mais ça a amené aussi un sujet dans les maisons et ça a amené un sujet pour les jeunes, la question du masculinisme, c'est les mouvements incel. Ça veut dire que, des hommes se disent célibataires à cause des femmes, voilà. Donc ils sont victimes, en fait, de «célibat» entre guillemets, c'est un peu ça qui est dit et nous, par exemple, on a eu une menace d'attentat suicide devant une association départementale où, il était dit qu'un jeune homme allait, à une certaine date, à une certaine heure, faire un attentat suicide devant une association du planning, parce que le planning familial a avorté son âme sœur. Donc, vous voyez, c'est un peu alambiqué, mais tout est un peu lié par rapport à ce qu'on parlait avant sur les anti-choix et les anti-droits, de comment, ces paroles-là et ces discours-là arrivent aussi dans la tête de certains garçons. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui
Il pourrait y avoir des femmes assassinées dans les rues parce que, elles sont un danger. C'est des choses, évidemment, qu'on a déjà observées, mais ce qui est alertant, c'est que même le ministère de l'Intérieur s'est saisi de ça et le masculinisme fait partie aujourd'hui des risques terroristes importants. C'est pas forcément que des groupements, les masculinistes, c'est aussi des jeunes garçons qui vont être sur les réseaux sociaux, qui vont entendre des discours et qui tout d'un coup individuellement vont, passer à l'acte. Voilà, c'est ce qui est vraiment craint, c'est-à-dire que les anti-choix et les anti-droits sont des, mouvements masculinistes organisés, mais il y a aussi le risque que, bah, voilà, des jeunes individus tout seuls passent à l'acte si, derrière, en fait, ces mouvements sont pas contrés, c'est vraiment un risque important pour les femmes, pour les féministes et bah, pour, tout le travail qui est fait, de l'égalité de genre dans notre pays. C'est effrayant ce que vous racontez, on s'imaginerait pas qu'une bombe puisse être placée, devant une antenne locale du planning familial. Ça paraît tellement ahurissant, inconcevable en fait, de s'imaginer que ces menaces-là existent en 2026, quoi. Ce qui me fait me poser la question, comment vous vous organisez face à cette, menace pour continuer à avancer alors que cette menace, elle est, protéiforme? Alors, en fait, ce qui est toujours compliqué, c'est que tout ce que je vous ai raconté là, c'est une minorité de personnes, mais qui sont très puissantes. Comme je l'ai dit, par les financements, par les réseaux, par les médias aussi maintenant, par certains médias, pas tous évidemment. Mais on sait qu'on a raison parce que les gens sont d'accord avec nous. Ça veut dire que les gens sont d'accord avec ce que le planning familial défend. C'est une minorité qui n'est pas d'accord. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, on a les gens avec nous. Parce que je pense que les personnes veulent bah, avoir plus de liberté, avoir le droit d'avorter toujours et encore mieux, que les personnes LGBT soient égaux en droit et accès à des droits. Ça, je pense qu'il y a vraiment eu ce travail qui a été fait depuis 50 ans. Donc j'ai envie de dire, on est dans une dynamique où aujourd'hui, là, il y a des personnes qui viennent nous stopper, mais moi, je suis persuadée qu'on va pouvoir bousculer tout ça parce qu'on a les personnes avec nous. Ça ne veut pas dire que ça va pas être facile, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on sait. J'ai envie de dire, j'ai un peu l'impression qu'on est du bon côté de l'histoire et qu'eux le sont un peu moins. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire. Et moi, j'aime bien dire que, en fait, les droits sexuels et reproductifs, c'est un peu comme un vélo. Ça veut dire, si on arrête de pédaler, on tombe. Donc, il faut qu'on ait des victoires. Parce que nous donner des victoires, c'est leur donner des défaites. Et en fait, dernièrement, ils ont eu peu de victoires, en fait. Si on regarde bien, on a eu l'IVG dans la Constitution, il y a le consentement qui est rentré dans la loi, on a fait progresser les choses, on a fait avancer la loi. Depuis 50 ans sur l'avortement, ça a jamais reculé, ça a toujours avancé. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt à avoir des victoires et eux des défaites dernièrement. Donc je pense que c'est hyper important de pouvoir se dire qu'on a raison parce que les gens sont d'accord avec nous. Dans une démocratie, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. On l'a vu aux États-Unis ou dans d'autres pays où les gens étaient favorables et ça a basculé. Mais là, ça pose des questions démocratiques. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, on est encore dans cet espace-là. Donc voilà, on doit avoir des victoires, on doit emmener les gens avec nous, on doit convaincre les personnes, on doit être soutenu aussi. Je pense que c'est hyper important de pouvoir partager ce que fait le planning, ce que font les antennes et de partager du contenu aussi parce que une des choses qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment la désinformation. On l'a vu sur l'éducation à la sexualité, où on a dit tout et n'importe quoi, et on a vu que c'était arrivé quand même dans quelques oreilles de personnes qu'on pensait convaincues sur le sujet. Donc il ne faut pas sous-estimer leur force, leur puissance, mais nous non plus, ne nous sous-estimons pas sur comment est-ce qu'on peut mobiliser, comment on arrive à faire des choses, et ces dernières années, on l'a bien vu. C'est important, comme vous le dites, de célébrer, ces victoires. J'ai envie de vous poser cette question. Dans votre mandat qui se termine, bientôt, quelle est votre plus grande fierté, votre plus grande victoire ces 6 dernières années? Bah, la réponse un peu facile parce qu'il y en a eu pas mal, mais la plus grande et la plus belle, ça a été la constitutionnalisation de l'avortement. Alors pourquoi? Parce que ça a été un travail de 3 ans passionnant, avec un travail avec les parlementaires qui s'est, vraiment bien passé, que ce soit avec Mathilde Panot, Mélanie Vogel et tous les autres. On a réussi à convaincre des gens qui étaient pas convaincus, avec une bonne intelligence. On a travaillé avec les associations féministes, avec des parlementaires. On a ouvert même nos champs. Ça veut dire que, aujourd'hui, le planning, il parle à la gauche, mais pas que. Il va beaucoup plus loin et ça a vraiment permis de faire des liens pour d'autres combats et ça a été, hyper intéressant. Et puis, je suis allée au congrès à Versailles. C'est quelque chose aussi à vivre qui est, assez épatant. Je pense qu'on ne vit pas tous les jours un changement de la constitution, donc dans mes souvenirs aussi, au-delà des manifestations et du travail qu'on a fait, il y a aussi eu la chance que j'ai eue de vivre un congrès en tribune.
Et puis, parce que ça a résonné à l'international, en fait. Ça veut dire que moi, j'ai eu, plein de féministes, qui m'ont sauté dans les bras parce que ça donnait aussi de l'espoir et un souffle à pas mal de féministes, hors de France. Donc voilà, c'est, je pense, un moment, qui sera gravé dans ma vie, de militante, mais pas que et voilà, encore une fois, avec tout ce que ça a fait derrière et des amitiés et des liens qui se sont faits parce qu'on travaillait énormément là-dessus. Oui, c'est une victoire, importante, surtout dans ce monde qui est, assez sombre, vous l'avez bien dit, notamment avec, aux États-Unis où il y a eu des retours en arrière et c'est vrai que quand l'IVG a été inscrite dans la Constitution, ça a envoyé un nouveau souffle ou en tout cas se dire: «Bon, là, on a peut-être un droit qui est, sacralisé et protégé, si jamais l'extrême droite ou des projets, politiques arrivaient au pouvoir qui voulaient revenir, sur ce droit-là». J'aimerais quand même, revenir sur un sujet. Alors on fait un petit retour en arrière, on reparle de quelque chose d'un peu moins enthousiasmant. Je voudrais parler, des atteintes aux libertés associatives. Je pense que c'est important, d'en parler puisque les associations sont attaquées, de toutes parts. On a, l'Observatoire des libertés associatives qui a recensé, plus de 150 entraves aux libertés associatives, que ce soit par des coupes budgétaires, ça vous l'avez mentionné, mais c'est aussi des rappels à l'ordre, des invectives publiques, des injonctions à la neutralité, contrat d'engagement républicain qui va être mobilisé pour retirer, les subventions. Dans quelle mesure, ces attaques-là aux libertés associatives impactent le planning familial? Alors le planning familial, on est attaqué, oui, sur la question des libertés associatives. Ça a commencé sur les questions de contrat d'engagement républicain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est, Marlène Schiappa qui était ministre droits des femmes à l'époque et c'était dans un contexte après attentat, c'est, la loi séparatisme, hein, qui a fait suite à ça, qu'en fait, il faudrait conditionner le financement des associations à signer un contrat d'engagement républicain. Ça veut dire, c'est un papier qui dit et que vous devez signer pour dire que vous allez bien respecter, les valeurs de la République. C'est quelque chose qui a été assez surprenant puisque en fait, c'était une forme de mépris qui était donné aux associations. Comme si les associations ne respectaient pas la laïcité, ne respectaient pas les valeurs de la République. Ça a été, quelque chose qui a été posé de cette manière. Nous, on a eu des attaques par rapport à ça puisqu'on a été beaucoup à signer le contrat d'engagement républicain puisque ça conditionnait des financements d'État. Et en fait, on a eu une attaque, enfin, je pense qu'il y a eu plusieurs attaques, mais cette attaque-là nous a bien marqué. Il y a quelques années à Chalon-sur-Saône, le planning familial, avec la mairie de Chalon, décide de faire un événement pour le 8 mars. Voilà, faut imaginer qu'il y avait une affiche qui a appelé à un événement. Et sur cette affiche, il y avait plusieurs visages de femmes. Étant donné que le planning est inclusif et dans un accueil inconditionnel des personnes, nous, on aime bien être inclusif aussi dans ce qu'on montre et dans ce qu'on a envie de faire montrer aux gens. Et ben, c'était, il y avait une femme voilée parmi plein de visages qui étaient sur cette affiche. Et du coup, la mairie de Chalon a décidé d'enlever son financement et enlever son partenariat puisqu'elle considérait que de mettre une femme voilée sur une affiche, c'était ne pas respecter les principes de la République. Voilà, c'était très surprenant, pas étonnant dans des temps politiques actuels, mais en attendant, j'ai envie de dire, la mairie a osé faire cela. Donc on a été jusqu'au tribunal administratif, on a été jusqu'au Conseil d'État qui nous ont donné raison. Mais voilà, enfin, c'est un exemple très concret du contrat d'engagement républicain qui a été un outil, voilà, pour vraiment attaquer certaines associations, pour essayer de cadrer certaines associations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et puis comme ils ont vu que le contrat d'engagement républicain, ça marchait pas tellement, aujourd'hui, on entend parler de neutralité. Alors, je ne sais pas qui définit la neutralité. En tout cas, on a eu un peu ces retours-là suite au positionnement du planning à appeler à voter NFP en juin dernier, puisque, en fait, suite à la dissolution, le planning s'est positionné pour voter NFP, pour le projet du NFP, et qu'aujourd'hui, on nous reproche, en fait, nos prises de position. C'est très inquiétant et très alarmant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des députés qui vont faire des amendements dans le cadre du projet de loi finances pour enlever les financements du planning familial, mais pas que, à d'autres associations, parce qu'ils ne respectent pas le principe de neutralité. Donc voilà, c'est assez inquiétant puisque ça pose la question de la liberté d'expression, de la liberté de parole, ça pose la question que les associations dans une démocratie doivent avoir ce rôle et ont ce rôle de critiquer des politiques publiques, de les faire évoluer et de dire quand ça va pas. Et que, évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte très angoissant pour les associations, parce qu'il y a des baisses de financement, parce qu'il y a vraiment un mépris de la parole associative aujourd'hui. Et en plus, on essaye un peu de dire quelles sont les bonnes et les mauvaises associations selon leur prise de position et selon leur signature à certains textes ou à une prise de parole publique. Donc voilà, c'est pas que le planning qui vit ça,
Mais en tant que féministe, évidemment, on est, vraiment, très en alerte là-dessus et c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer actuellement. On le voit, nous, par des remontées qu'on peut avoir du terrain et c'est des choses qui nous inquiètent et qui devraient tous nous inquiéter et toutes nous inquiéter parce que, bah, les associations sont essentielles et la liberté d'expression, des associations est aussi essentielle quand elle est évidemment dans un projet politique progressiste, hein. Il y a d'autres associations, on le sait, qui sont contre, l'avortement, par exemple, ou d'autres. Mais en tout cas, il doit y avoir du débat, il doit y avoir de l'expression. Mais aujourd'hui, c'est le planning familial qui est attaqué comme d'autres associations. C'est pas anodin, je pense. Non, tout à fait. Et comme vous l'avez dit, les associations ont un rôle, essentiel, à jouer, que ce soit dans l'accompagnement des personnes, les plus vulnérables ou, dans le fait d'alerter les pouvoirs publics quand il y a, des projets, qui vont porter atteinte, aux droits, des personnes. Et je voudrais juste rajouter une précision sur la neutralité parce que cette neutralité, elle ne s'applique pas, aux associations lorsqu'elles touchent des subventions. En fait, il y a cette, idée, cette conception que, la neutralité qui s'applique aux agents, aux services publics, devrait s'appliquer aussi aux associations. Et ça, c'est une mauvaise conception et comme vous l'avez dit, voilà, qui est en train malheureusement de se répandre. Et il y a un très bon rapport que j'invite à lire, qui a été produit par l'Observatoire des libertés associatives, justement sur cette question de la neutralité et la manière dont ce concept est utilisé pour menacer, attaquer les associations et que c'est tout à fait contraire en l'état du droit. En faisant le bilan un petit peu de notre conversation, en entendant toutes ces menaces, qu'elles proviennent des mouvements anti-droit, anti-choix, du masculinisme ou là des atteintes aux libertés associatives, je me demande, est-ce qu'un jour on pourrait arriver dans une société sans le planning familial? Et si c'était le cas, à quoi ça ressemblerait? Et je veux même pas l'imaginer en fait, mais je vous pose quand même la question. Alors déjà, une des attaques, qu'il y aurait, ça serait, bah, la répression envers, les militantes, hein, des attaques, très claires. Des baisses de financement qui feraient qu'on arrêterait nos actions, mais je peux vous assurer qu'on les arrêtera pas déjà. C'est-à-dire que le planning continuera. Donc j'ai envie de vous dire qu'une société sans planning n'existera pas, puisque, même si, on n'a pas de financement, même si, on est interdite de prendre la parole, on continuera à le faire. Ça, c'est l'engagement féministe, que l'on a et qu'on a toujours eu depuis 70 ans. Mais après, très concrètement, une société, sans planning, c'est le fait, de pas avoir une vraie éducation à la sexualité, c'est le fait, de ne pas avoir une porte pas très loin ou même une écoute sur les questions d'avortement et de contraception. C'est être un peu paumé quand tu as un test de grossesse positif. Voilà, c'est de ne pas savoir où aller, que faire. Puis, bah, il y aurait peut-être moins d'avancées puisque le planning a toujours été, au centre, des batailles féministes. Alors jamais toute seule, bien évidemment, mais on a toujours été, au milieu de ça et donc, comme je disais tout au début et le pourquoi je suis venue au planning, c'est qu'on a une chance pas possible et les meilleurs arguments, c'est la parole des personnes qu'on accueille au quotidien, c'est le terrain, puisqu'on est vraiment une association de terrain au départ. Et c'est ça qui fait que quand on va devant des responsables politiques, on essaye de convaincre, puisque voilà, c'est pas juste des idées, c'est des gens, des vrais humains qu'on voit. Et c'est vrai qu'une société sans planning, eh ben, ça serait 500 000 personnes qui seraient un peu paumées sur les questions, d'avortement, de contraception, d'éducation à la sexualité, des personnes LGBT, qui ne sauraient pas où se rendre quand il y a pas de centre LGBT dans leur département et qui pourraient du coup avoir moins d'accès. Donc voilà, ça serait, une société bien triste, je pense et surtout, ça mettrait en difficulté les personnes les plus éloignées du droit, qui parfois ne savent pas où aller, ne savent pas où avoir une information. Ça serait une société bien triste en tout cas. Vous le disiez, la grande majorité des personnes, des citoyens vous soutiennent et donc justement, comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bah, pour nous aider, il faut pas hésiter, si vous avez une antenne, pas loin de chez vous ou au niveau national, de suivre sur les réseaux sociaux nos comptes, de diffuser nos contenus parce que ça, c'est hyper important. On est vraiment dans une bataille de l'information aujourd'hui sur les réseaux. La deuxième, c'est, de pouvoir faire un don. Vous pouvez, faire un don au planning. C'est, des choses aussi qui nous aident et qui nous permettent de faire, du plaidoyer, mais pas que. Pour des antennes, c'est la possibilité aussi de financer, par exemple, un avortement pour une femme qui serait en délai dépassé français. C'est de payer des tests de grossesse pour permettre à des femmes, voilà, d'avoir ce test de grossesse, par exemple. Et puis, bah, vous pouvez aussi, nous rejoindre dans les manifestations, dans nos associations en tant que bénévole, de venir nous rencontrer, d'échanger avec nous et puis, bah, ne pas hésiter à se mobiliser quand le planning est attaqué puisque à chaque fois qu'on s'est mobilisé quand même, on a eu des belles victoires. Bien, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu témoigner, nous raconter ce que fait le planning familial.
C'était très intéressant de voir toute la palette, que ce soit le fait que vous accompagnez 500 000 personnes par an, ce qui est énorme, les victoires que vous avez eues et que malgré les menaces, les attaques, vous êtes toujours aussi combatif, enthousiaste et joyeux, et c'est très important, et j'espère que cet épisode spécial Podcaston aidera aussi un petit peu dans votre combat à mettre en lumière le planning. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Podcaston. J'espère que vous l'avez apprécié. Des centaines d'autres associations sont mises en avant tout au long de la semaine. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir toutes ces belles causes. Et si vous en avez la possibilité, faites un don au planning familial. Continuez à faire connaître le podcast autour de vous en le partageant le plus possible. Laissez-moi un avis sur Spotify ou Apple Podcast pour que d'autres découvrent Sophie au pays des possibles. À très vite pour un nouvel épisode.